Bonjour à tous. Donc là, on ne va pas transformer la présentation par rapport aux autres années. Ça va être quelque chose d'assez standard. Donc un retour sur les chiffres de collecte de l'année 2024. Bref rappel, comment on calcule, comment on estime la collecte. On prend la taille des fonds en fin de mois, enfin en fin de période, donc début de mois, fin de mois, que l'on va ajuster par la performance de chacun des fonds. Donc on aura bien, pour expliquer l'évolution de la taille du fonds, un effet marché, la performance, et un effet collecte. Celui-ci est estimé, c'est celui qui est la base de nos chiffres. Bonne nouvelle en 2024, c'est une très bonne année. Je vais passer assez vite parce que je crois qu'on est un peu contraint par le temps. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. En 2024, et vous le voyez sur ce slide qui représente les 14 dernières années de collecte, on est parmi on est dans un trio de tête, la troisième année de meilleure collecte pour les fonds ouverts en Europe en 2024. Mais qui va en profiter? C'est ça qui est important. Donc, qui va en profiter en termes d'assets, d'allocation? Donc, les fonds allocation, donc les fonds mixtes, continue à décollecter. En revanche, et ça c'est une différence par rapport à l'année 2023, les fonds equity et les fonds fixed income retrouvent des couleurs. Vous le voyez ici, c'est la catégorie obligations qui a collecté le plus. Les chiffres aujourd'hui sont à fin novembre. On fera passer la présentation et j'essaierai de les mettre à fin décembre, mais la présentation a été faite il y a déjà quelques jours. Et puis toujours la partie money market qui est très importante, donc une collecte importante sur la partie monétaire comme l'année dernière. Alors pourquoi sur le monétaire? Et on le voit maintenant que les fonds monétaires n'ont plus ces pics que l'on avait auparavant. Ici, il s'agit d'une collecte beaucoup plus stable et beaucoup plus régulière. Et c'est expliqué évidemment par les performances des fonds monétaires. 2023, on avait 3,5% sur les deux catégories qu'on a choisies ici. Donc ici, c'est la moyenne de performance des catégories. Euro Money Market Short Term et Euro Money Market. Et cette année encore, en 2024, la performance est très importante pour cette classe d'actifs puisque pour les deux catégories, elles ont distribué 3,6% de performance. Donc ça explique évidemment l'attrait de cette catégorie pour les investisseurs. Et ce que je vous montre sur la droite, c'est bien sûr cet attrait est totalement lié à la hausse des taux. Ici, vous avez le Euribor 1 mois en comparé avec la croissance organique sur 12 mois. Donc sur 12 mois glissants. Donc bien sûr, si les taux baissent, il faudra, je pense, prévoir une baisse de la collecte sur le monétaire. Gestion active, gestion passive, donc la patte de transformation, si je prends le thème des matinales aujourd'hui, la gestion passive collecte toujours de façon importante, mais comme vous le voyez ici, la gestion active reprend des couleurs en Europe. Ici, c'est donc la collecte mensuelle, donc ça peut paraître assez contre-intuitif, mais vous voyez que depuis début 2024, les fonds actifs ont aussi collecté. Donc là, on est hors monétaire. Donc c'est la partie verte qui est ici. Alors il faut absolument relativiser ces chiffres puisqu'on a deux classes d'actifs qui ont un comportement très différent en gestion active. La partie fixed income qui a beaucoup collecté. À l'inverse, la partie equity en gestion active n'a pas du tout collecté. C'est simplement la gestion passive qui a attiré les investissements sur ces catégories. Les ETF actifs, on en parlait tout à l'heure. Donc là aussi, il y a un développement. Je dirais, continu. Ce n'est pas encore le raz-de-marée. Aujourd'hui, il représente en Europe 8% des encours de tous des ETF. Donc, c'est une augmentation par rapport à l'année dernière où ils étaient 6,3%. Et une prévision par rapport à tous les chiffres
réels que je vous donne. Donc la prévision, d'après nos analyses, c'est qu'aux États-Unis, le nombre, je ne parle pas des encours, hein, mais le nombre des ETF actifs en 2025 va être équivalent au nombre d'ETF non actifs. Donc sur le marché américain, quelque chose qui va être un développement, en tout cas en termes de nombre de fonds, de nombre d'ETF actifs, qui va être très important. Il y a une grande, je dirais un grand attrait. Ici, vous voyez toujours de l'attrait, donc de plus en plus d'acteurs et de plus en plus d'ETF. Mais en Europe, on a aujourd'hui 183 ETF actifs. Sur l'ensemble des deux gestions, donc bien sûr, là, on ne parle pas ETF, non ETF, hein, mais bien sûr, gestion passive, gestion active. On voit bien sûr l'essor de la gestion passive. On arrive en Europe à 25% des encours. Si on enlève le monétaire, on est à 30%, donc 25% de part de marché pour la gestion passive, quelque chose qui monte beaucoup, puisqu'il y a 12 ans, on était à peu près à 6-7%. Donc c'est une part très importante. Et là encore, si on prend un exemple aux États-Unis, je dirais le chemin est encore long. Enfin, si on estime que l'Europe va rejoindre ce modèle américain, puisqu'aujourd'hui, aux États-Unis, 43% des encours sont sur la gestion passive, et si on enlève le monétaire, plus de 50%. Private Equity, donc chez Morningstar, on a aussi une société PitchBook qui collecte toutes ces informations sur la partie Private Equity. Donc là, j'ai rajouté donc toujours un attrait important pour les fonds de Private Equity. Vous voyez qu'on a augmenté de 20% tout ce qui est donc la collecte sur ces fonds. Il est important quand même de noter que malgré des performances qui baissent, alors elles sont toujours élevées, mais simplement si vous regardez par rapport à ce qui s'est passé, donc là on est en annualisé, hein, sur les chiffres 5 ans et 10 ans, on a des performances qui baissent et bien sûr, et en particulier sur le real estate, les fonds ont distribué des performances négatives en 2024. La partie ESG, qui est aussi importante, j'ai volontairement montré qu'en 2022, les fonds, en tout cas, les valeurs ESG avaient une performance qui était inférieure aux valeurs non ESG. Bien sûr, on le voit, on sait pourquoi, avec la guerre, donc les valeurs liées à l'armement, et puis aussi les valeurs liées à l'énergie fossile, aussi la guerre en Ukraine, pardon. En 2023, en 2024, les deux types de valeurs ont délivré les mêmes performances. Pour cela, j'ai pris donc deux indices Morningstar, un Morningstar Europe ESG et un Morningstar Europe non ESG. Donc en fait, l'évolution des fonds ESG, de la collecte de ces fonds, ne va pas être liée, en tout cas la différence entre les fonds ESG et non ESG ne va pas être liée à une différence de performance, comme ça a pu être le cas en 2021, où là, au contraire, les valeurs ESG avaient beaucoup plus performé, et donc la collecte avait été très importante, et en 2022, l'inverse. Donc, où est-ce qu'on en est pour la collecte? Donc, vous voyez sur la gauche, en collecte mensuelle, on a en 2024, en tout cas en 2024, une année extrêmement différente. Donc 2021, seuls les fonds ESG collectaient. Donc c'est un peu contre-intuitif, hein. Les fonds ESG ici sont en bleu, et au contraire les non ESG sont en vert. Mais vous voyez bien que donc, en 2021, c'était l'ESG qui collectait. En 2022 et 2023, seuls les deux types de fonds collectaient. Et au contraire, en 2024, on a vraiment une collecte beaucoup plus importante, voire 3 mois négatifs pour les fonds ESG, donc une collecte beaucoup plus importante pour les fonds non ESG. Et c'est peut-être plus visible sur le graphe de droite où j'ai mis la collecte par année. Donc vous voyez bien 2021, 2022, 2023 et 2024. Donc vraiment, les fonds non ESG ont collecté le plus possible, le plus, pardon.
Et avec près de 3 000 milliards d'euros, les fonds ESG représentent maintenant 20% de la totalité des encours en Europe. Là encore, en termes d'encours, on va avoir une différence entre les États-Unis et l'Europe. Donc vous voyez pour la collecte, les États-Unis ont amplifié la tendance qu'on voyait déjà depuis fin 2022, où les fonds ESG décollectent. La collecte se fait maintenant uniquement sur l'Europe et un petit peu sur le reste du monde, mais uniquement en Europe. Donc c'est vraiment sur notre continent que ces fonds ont de l'attrait. Et donc en encours total, vous voyez que la part des États-Unis est faible, et elle est d'autant plus faible que si on prend la part des États-Unis sur l'ensemble des encours, donc cette fois-ci sur l'ensemble des fonds ouverts, quels qu'ils soient, les États-Unis représentent 63% de tous les encours au niveau monde, alors que vous voyez ici, on n'est même pas on est autour de 10% pour les fonds ESG. Les principaux acteurs, donc bien sûr, ça va nous donner en Europe un biais positif, puisque on va retrouver des sociétés européennes, bien sûr Amundi, BNP Paribas, Natixis, dans le trio, donc dans les 10 premières sociétés de gestion qui proposent des fonds ESG, donc Actively, vous aurez de toute façon tous les chiffres, donc je vais essayer d'aller assez rapidement. Un focus sur les fonds articles 9 et 8. Oui, auparavant, ce que je prenais comme fonds ESG, fonds non ESG, c'est chez Morningstar. En fait, on va récupérer dans le prospectus l'intention du gérant. Et donc, il y a des fonds ESG qui ne sont pas forcément article 8, article 9. Ici, au contraire, on a juste un focus sur les articles 8, les articles 9, où l'on voit qu'il y a une stagnation en termes d'encours sur les articles 8 et 9, qui représentent une partie importante, puisqu'on est à quasiment 60% pour ces deux articles de la part des encours. Et en nombre de fonds lancés par trimestre, vous voyez qu'il y a un peu moins de fonds article 8 et article 9 qui sont lancés, et surtout, on parle ici près de nombre de fonds fermés. On avait vu en 2023 un grand nombre de fonds article 8 qui avaient été fermés. Quand je dis fermés, ils ont pu être aussi modifiés et transférés en article 6, avec, je pense, peut-être une crainte d'un durcissement de la réglementation. Et on voit en 2024 aussi un nombre important de fonds article 8 fermés, moins pour les articles 9. Les articles 9 restent toujours... on voit peu de fermetures de fonds article 9, mais bien sûr, ces fonds sont beaucoup moins nombreux. Voilà pour la partie ESG, donc vraiment un biais important européen. Pour les frais, toujours la même tendance, c'est-à-dire qu'on va voir que les frais baissent. C'était tout à l'heure dit. Donc on voit vraiment ici, j'ai pris la moyenne des frais, donc pondérés par les encours sur les fonds actions en Europe, avec la différence entre les fonds actifs et les fonds passifs. Donc un écart toujours important, mais qui se restreint. Et bien sûr, la tendance, c'est la tendance à la baisse. Là, on est à peu près un peu plus de 1,1% en moyenne sur les fonds actifs. Et puis, quelque chose aussi d'intéressant, c'est de regarder la différence entre les fonds qui sont sustainable, ESG, et les fonds qui ne le sont pas. Et depuis 2021, on voit que les fonds non ESG sont en fait plus chers que les fonds ESG. Et d'où ça vient? C'est surtout parce que maintenant les fonds ESG sont généralement des fonds de taille plus importante, émis par des sociétés qui sont elles aussi de taille plus importante, ce qui leur permet d'offrir des coûts qui sont un peu moins élevés. Sur la partie obligations, alors là, une petite différence. Donc bien sûr toujours une baisse en tendance, mais on voit que ça reprend un peu reprendre des couleurs, que ça augmente de nouveau pour la partie active, sur la partie fixed income.
Et sur la différence entre les frais sur les fonds ESG et non ESG, là, depuis le début, on a toujours eu des fonds ESG qui sont moins chers. Et là, ça tient aussi aux catégories qui sont représentées dans les fonds ESG ou non ESG. Donc les fonds ESG vont plutôt être sur des gestions plus traditionnelles, en Govise par exemple, qui sont généralement moins chères. Au contraire, les fonds non ESG vont aller sur des marchés émergents, sur du high yield, ou qui sont généralement des fonds, ou en tout cas des gestions qui sont plus compliquées et plus chargées. Alors maintenant, un focus sur les sociétés de gestion. Donc au niveau monde, et ça reprend ce que vous disiez tout à l'heure, Caroline, sur la partie, donc sur où sont les sociétés européennes. Donc vraiment avec un top 10 qui est très anglo-saxon. Donc on voit Amundi, BNP, Paribas dans le top 10, mais il n'y a que 4 sociétés françaises qui sont parmi le top 25. Mais ce que j'aimerais surtout vous montrer, c'est aussi la collecte. Donc si vous prenez les deux premiers, enfin le premier groupe, BlackRock iShares, il représente en part de marché un peu plus de 12% en Europe. Mais si vous regardez la part de la collecte sur 3 ans, vous voyez qu'il représente 37% de la collecte. Donc c'est quelque chose qui est assez frappant, c'est-à-dire qu'ils collectent 3 fois plus que leur part de marché. Donc c'est important. BNP aussi collecte presque 3 fois plus que sa part de marché, donc c'est une performance aussi. Mais vraiment, vous voyez que la collecte est vraiment concentrée sur certains acteurs. Si on fait un focus sur la France, donc là vous voyez uniquement sur les sociétés françaises. Bon, je sais qu'il y a quelques Belges dans la salle, ils me pardonneront d'avoir mis Candriam dans les sociétés françaises. Mais en tout cas, vous voyez que, donc, si vous voyez le rang, donc les sociétés françaises, les sociétés de gestion françaises sont loin derrière les anglo-saxons, à part bien sûr quelques champions. Et j'ai, en slide de fin, je me suis permis de récupérer des informations de l'AFG, puisqu'en fait, tout ce que je vous ai donné, ça intégrait uniquement les fonds ouverts. Et bien sûr, il est important de prendre en compte toute la partie gestion sous mandat, parce que les sociétés de gestion ont aussi une part très importante en gestion sous mandat, mais ce ne sont pas des informations que nous avons dans tous les chiffres de la collecte chez Morningstar. Simplement, ce qui est important de noter, c'est que vous avez 55% des acteurs, donc des sociétés de gestion en France, qui ont moins de 500 millions d'encours. Et puis bien sûr une concentration en termes d'encours, donc 1% des acteurs. Donc on voit lesquels, ceux qu'on a vus sur le tableau précédent, qui concentrent 54% des encours. Voilà. Tous les chiffres seront disponibles dans la présentation que FundGlobam va vous passer. Puis j'en profite pour les remercier de nous inviter à partager ces chiffres. Merci beaucoup à vous. Merci Christophe. On peut l'applaudir.
Welcome to Paris. Our global fund registration team acts as a one-stop shop, providing comprehensive support to meet all regulatory requirements for the distribution of foreign investment schemes in Switzerland. With our broad range of services, we help our clients navigate the complexities of fund registration and ensure seamless market access. With us, you can also expand your knowledge about the Financial Services Act. Our online courses are now available 24/7. With GFR at 1741 Group, we prioritise your needs, act independently in your interest, offer attractive representation fees, cover FINMA fees for agent changes, and provide expert support to ensure your distribution team is FINSA compliant. You can contact our team for dedicated support and expert guidance.